Diriger vos questions à quelqu'un en particulier. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Si quelqu'un veut prendre la parole, merci de lever la main. Je vois que quelqu'un voudrait prendre la parole. Monsieur? J'aurais voulu poser une question à nos délégués. Non, une personne en concret, une personne précisément. Le président du groupe parlementaire. On parle beaucoup des immigrants venant des pays arabes. C'est déjà un problème. Mais moi, je voudrais parler d'un problème polonais. Selon les statistiques officielles, ça dépend comment lesquelles on regarde, parce que les données ne sont pas toujours les mêmes. Mais l'année dernière, en Pologne, l'Ukraine étant en guerre, 1 200 000 personnes seraient arrivées. On est 38 millions en Pologne, il y aurait au moins 1 million d'Ukrainiens à l'arrivée. C'est un problème social, c'est un problème politique, et c'est un problème économique. Comment l'Europe peut-elle nous aider? Comment les pays européens peuvent-ils nous aider? Ça, c'est ma première question. Monsieur le Président. Alors, la question était donc adressée au président du groupe parlementaire, c'est cela? Il n'est pas là, donc... Est-ce qu'à monsieur le président Marusik, peut-être? Oui. C'est un problème qui n'en est pas un. Parce que ce sont les visiteurs, les immigrés qui ne nous causent pas de problème sont les bienvenus. Pour nous, les portes sont ouvertes. Du moment que les gens ne causent pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il y a des immigrés que nous ne voulons pas. Si des gens venant ici nous aident économiquement nous aident, travaillent, payent des impôts, aucun problème. Qu'ils viennent, qu'ils s'assimilent, qu'ils fondent des familles, des maisons, qu'ils travaillent, et qu'ils travaillent pour la prospérité et la sécurité de leur pays d'accueil, et leur prospérité, leur sécurité à eux. C'est effectivement comme ça que se sont créés les États-Unis d'Amérique, grâce à l'immigration. Donc, des immigrés en Pologne qui ne causent pas de problème, il n'y a aucun problème. Nous non plus, on ne leur causera pas de problème. On sera plus nombreux, et on sera plus prospères, on sera plus heureux. En revanche, si les gens qui viennent nous voir deviennent un tissu cancéreux, ça n'est pas la même histoire. S'ils sont un corps étranger qui vont essayer de nous imposer leurs traditions, leurs valeurs, eh bien là non. Parce qu'on est une maison ouverte, mais on est une maison qui a ses règles, et il faut les respecter. Alors, si je peux ajouter une chose, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a des amis à moi, des coopérateurs d'Europe occidentale, qui me téléphonent et qui me demandent pourquoi on ne veut pas, pourquoi on a autant de réserves par rapport à l'accueil d'immigrés de l'Est. Et j'expliquais que récemment, que la Pologne avait déjà reçu énormément d'immigrés ukrainiens. Mais mes amis, qui sont parfois allemands d'ailleurs, me disent que leurs médias passent complètement sous silence ce fait. Or, parfois c'est quelque chose que disent même des eurodéputés, souvent de gauche, ou de droite, mais libéraux, qui disent pourquoi vous, Polonais, vous qui n'avez pas beaucoup d'immigrés, pas autant que nous, pourquoi est-ce que vous hérissez ce genre de barrière pour les immigrés venant d'Asie mineure, du Proche-Orient, de l'Afrique? Et ce que je leur explique à ce moment-là, c'est que, mes chers amis, il faut faire la part des choses. La nation polonaise s'est battue au fil des siècles pour sa liberté et pour la vôtre. Comme il a été dit aujourd'hui, nos soldats se sont battus pour l'Angleterre, pour les Pays-Bas et même pour l'Allemagne. Puisque l'Allemagne était occupée par ses propres nazis. Donc,
Maintenant, il n'est pas question de refuser la solidarité. Nous, quand les Polonais s'en vont aux États-Unis, à Greenpoint ou à Chicago, ils n'y vont pas pour faire des attentats terroristes. Ils ne deviennent pas un tissu cancéreux, comme vous avez dit, monsieur Narouchi. Quand un immigré arrive dans un pays donné, eh bien, il doit travailler, s'assimiler et s'intégrer au tissu social local, respecter les règles qui sont en vigueur dans la maison. C'est-à-dire que si un immigré sait précisément pourquoi il est venu et que ce qu'il veut c'est faire le bien, le sien et celui des autres, aucun problème. Mais je profite de votre question pour le dire, il faut savoir une chose, c'est que les révolutions dans les pays arabes n'ont pas été inventées par les Arabes eux-mêmes. Donc ces révolutions n'ont pas... leur cause, elle n'est pas interne, elle est externe. Ces révolutions ont été organisée de l'extérieur. Selon mon analyse scientifique, cette émigration, elle est artificielle, si vous voulez. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est déstabiliser les structures des nations et des États européens. Et cette émigration, c'est un outil. Ça n'est pas une émigration naturelle. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des aspirations, qui font qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, il faut qu'ils viennent chez nous. Pour le meilleur et pour le pire. Ce sont des gens qui se sont fait expulser, en fait, qui se sont fait expulser de leur pays, comme une bonne partie des Polonais a été expulsée à une époque par des doctrines idéologiques que l'on connaît bien, et qui sont partis en Angleterre, ou en Allemagne, ou en France, ou ailleurs, là où l'économie se portait bien. Oui, monsieur Bernard Monod? Voilà. Je l'ai un petit peu évoqué ce matin dans mon intervention. En fait, quelle est la motivation de l'immigration? D'abord, il y a les migrants, et puis il y a la volonté d'abord des États de recevoir ces populations de l'extérieur. Elle a toujours été, en fait, si vous voulez, économique. Depuis les années 60, lorsqu'on fait venir des travailleurs étrangers sur les chantiers en Europe ou en France, ça a toujours été pour faire baisser, pour avoir des travailleurs à bas coût, pour faire baisser le niveau des salaires. Car le grand patronat a toujours cherché, bien entendu, à maximiser sa rentabilité financière et économique, et bien entendu, jouer sur les masses salariales. Le problème, tant qu'il n'y a pas de chômage, comme dans les années 60-70, où il y avait le plein emploi dans la plupart des grands États et des grandes nations européennes, ça ne posait pas vraiment de problème. Mais aujourd'hui, en Union européenne, il y a environ 27 millions de chômeurs, dans la zone euro, 21 millions. En France, nous avons 6,5 millions de chômeurs réels. Là, ça commence à poser un vrai problème. Car qu'est-ce que nous expliquons à nos nationaux qui n'ont pas d'emploi, qui voudraient en avoir un, et à qui, éventuellement, on peut leur donner un emploi, mais avec des salaires aussi dérisoires. Donc, vous voyez, la motivation de tout ça, en tout cas de la part des États et du secteur privé, c'est effectivement d'avoir de la main-d'œuvre à bas coût. Donc là, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y a des centaines de millions de personnes qui rêvent de venir en Union européenne, avec une volonté politique de notre oligarchie qui utilise, encore une fois, les flux migratoires comme moyen, si vous voulez, de compensation de leur système et de leur modèle qui est en train de s'écrouler, puisque, comme vous l'avez vu, la croissance est totalement faible dans la zone euro, le chômage a explosé, etc. Donc, tout est lié. Donc, moi, je dirais que l'immigration et le lien, notamment, parce qu'après, il y a l'effet secondaire que nous avons vu tristement, notamment dans notre pays en France, avec les attentats du 13 novembre, donc ce terrorisme islamiste, c'est-à-dire que quand on fait rentrer
des flux migratoires très importants qu'on ne contrôle pas au niveau culturel, eh bien on en arrive à ces extrémités de faire entrer des djihadistes, des moudjahidines, hein, des combattants de l'islam qui viennent importer sur notre territoire et qui viennent se venger d'ailleurs de notre prise de position. Donc tout est lié, si vous voulez. Et pour moi, l'immigration est le lien entre le modèle économique ultralibéral et mondialiste qu'on nous a imposé et également les attentats terroristes que nous subissons. D'ailleurs, on l'a aussi vu fin d'année en Allemagne avec les crimes contre les jeunes filles qui se sont passés à Cologne et dans tout le reste de l'Europe du Nord. Voilà, c'est donc toute cette importation, je dirais, de migrants économiques. Hein. Ils ne viennent pas majoritairement pour l'asile. Ça, c'est le faux nez qui nous est présenté dans la propagande qui est faite politique en Europe. Ils ont besoin de ces gens-là pour faire des travaux à bas coût. C'est ça qu'il faut retenir. Et voilà, c'est la seule motivation des dirigeants qui nous mettent dans cette situation en Europe. Mr. Nicolas Ba. Oui, merci. La question qui nous est posée est intéressante puisqu'on nous demande finalement qu'est-ce que peut faire l'Europe ou l'Union européenne face à ce qui est une véritable submersion migratoire. La réalité, malheureusement, c'est que c'est l'Union européenne, c'est les institutions européennes qui ont organisé cette submersion migratoire. D'abord en disant à ceux qui fuient la misère plus que la guerre, comme ça vient d'être rappelé, qu'ils peuvent venir en Europe et qu'ils seront accueillis en Europe. Cette attitude totalement irresponsable, ça a été celle d'Angela Merkel qui voyait l'entrée massive d'immigrés, même clandestins, comme un moyen de faire entrer une main-d'œuvre à bas coût. Et ça a été l'attitude de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui a annoncé 3 millions de migrants ou de réfugiés qui en réalité sont des clandestins à échéance de 2017. Finalement, les accords de Schengen sont morts. Pourquoi? Parce que Schengen reposait sur un principe simple, la maîtrise des frontières extérieures de l'Europe et en contrepartie, la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, lorsqu'un pays, et la Hongrie en a récemment fait les frais, a la volonté de maîtriser ses frontières extérieures, immédiatement, la Commission européenne lui tombe dessus et la sanctionne et l'accuse de façon parfaitement éhontée. Donc on voit bien que l'Union européenne aujourd'hui organise cette submersion migratoire qui est totalement irresponsable et qui en réalité est profondément inhumaine comme politique. Parce que pourquoi il y a des milliers de morts en Méditerranée chaque année? Ça n'est pas parce qu'on fermerait la porte, c'est le contraire. Parce qu'on leur dit venez en Europe, parce qu'on leur dit vous serez accueillis, eh bien ils engraissent les mafias et les passeurs, ils prennent des risques considérables en franchissant la Méditerranée et beaucoup meurent en mer. On devrait s'inspirer du modèle australien. L'Australie était confrontée à des vagues d'immigration clandestine. Eh bien ils ont mis en place une politique de fermeté absolue. Le résultat était spectaculaire. En 2014, 0 mort dans les eaux territoriales australiennes, 3000 morts en Méditerranée. Mais on voit bien que là, il y a une volonté de faire entrer cette immigration massive et de la répartir sur l'ensemble du continent européen avec la politique dite de relocalisation. Et la politique de relocalisation, ça consiste à mentir au peuple, puisque s'agissant de la France, par exemple, on nous expliquait qu'il s'agissait simplement d'accueillir 12 000 réfugiés. Et évidemment, les médias expliquaient aux Français que dans un pays de 60 millions d'habitants, ça ne représentait pas grand-chose. Or, il s'avère que selon les chiffres officiels du Haut Commissariat aux réfugiés, il y en a déjà 1 200 000 qui sont arrivés en Europe depuis le début 2015, c'est-à-dire en un an, et que le pourcentage que la Commission européenne affecte à la France, c'est 20%. Donc 20% d'1 200 000, ça fait 240 000, ça ne fait pas 12 000, en une seule année. Je ne parle même pas de l'année 2016 ou de l'année 2017. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de mentir au peuple. Et évidemment, c'est pourquoi nous ne pouvons plus accueillir cette immigration. C'est vrai en France, ça l'est également en Pologne, parce qu'on a atteint le seuil de saturation. Nous avons, nous, des modèles qui sont des modèles d'assimilation. Et nous sommes attachés à l'idée de l'assimilation républicaine, de l'étranger qui s'implique dans la communauté nationale, participe de la communauté nationale, et il est accepté parce qu'il fait cet effort d'assimilation. Mais comme nous avons subi une immigration totalement incontrôlée depuis des décennies, on est arrivé au seuil de saturation avec des pays qui comptent 10, 12, 15, 20% de chômeurs. Évidemment, ces étrangers, nous n'avons plus rien à leur offrir
Et donc l'attitude d'accueil, qui peut sembler être une attitude humainement, comment dire, légitime, elle est en réalité politiquement irresponsable. Une autre question? Je voudrais ajouter une petite chose là. Je vais le raconter comme une blague que j'ai entendue hier. Il y a un immigré qui arrive dans Suède du Maroc. Il a reçu ses papiers prouvant qu'il est un réfugié. Et émerveillé, il court dans les rues, il attrape un Suédois et lui dit « Je vous aime les Suédois ». Et ça, il en attrape un, il s'avère qu'il est marocain aussi d'origine, un autre, un Nigérien, etc. Et il demande à la personne suivante, où sont les Suédois en fait? Parce que j'accuse des gens, c'est toujours... Où sont les Suédois? Quelle heure est-il? Il est 1h de l'après-midi, ils doivent être au travail. C'est le problème présent. Lorsque nous quittions, je me souviens que lorsque moi j'allais aux États-Unis et je voulais travailler, quand les Ukrainiens, quand ils viennent ici, ils veulent travailler. Mais en fait, ce qui a été fait de mal, c'est pas les immigrés, c'est la manière la plus stupide de leur verser de l'argent par l'État. Je m'excuse, j'avais oublié d'arrêter le téléphone. Ceux qui viennent, c'est ceux qui veulent vivre gratuitement, quoi. Ils viennent chercher le chômage. C'est des paresseux, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. On voit des foules de gens, c'est toujours des hommes qui viennent en Europe. On a un canif qui s'ouvre dans la poche parce qu'on se demande où sont leurs femmes, où sont leurs parents, leurs familles, pourquoi ils les ont laissés dans ces pays qui sont en état de guerre ou autre chose. En fait, les coupables, c'est les pays tels l'Allemagne qui acceptent de verser des sommes d'argent systématiquement à ces gens qui font rien. Ça motive les mauvais gens à venir. J'attire votre attention sur le fait que on a créé une aide sociale comme ça en Pologne récemment, 500 zloty chaque mois pour chaque enfant. Donc chaque immigré qui vient ici, s'il va avoir 20 enfants, il va avoir l'aide financière 500 zloty par enfant. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, ils vont venir en Pologne. Qui veut poser une question? Une question pour qui? Question à ce monsieur qui est économiste. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va répondre. Nous savons tous que la dette des États-Unis a atteint quelque chose d'inimaginable, de 19 billions de dollars. Ne pensez-vous pas que les actions des États-Unis vont en direction d'un reset de cette dette? Tout ça par une guerre la cabine, je s'excuse, la cabine n'a pas compris l'énoncé. Monsieur est polonais, je pense, c'est ça. Je crois que vous avez touché du doigt un sujet extrêmement important, qui est peut-être le centre de tous les problèmes que nous vivons à notre époque. C'est effectivement la dette dont vous avez évoqué, celle des États-Unis, qui est effectivement très importante. On ne parle plus en milliards, on parle en trilliards maintenant. C'est-à-dire l'unité de valeur, c'est 1000 milliards. Les États-Unis, où c'est 19-20 trilliards de dollars donc de dette publique. À ça, il faut rajouter la dette privée, bien entendu. Mais les États-Unis ne sont qu'une partie du problème. C'est-à-dire que si on prend de la hauteur et qu'on regarde au niveau mondial, la dette publique et privée mondiale, c'est environ 227 000
227 trilliards de dollars. 227 000 milliards de dollars dans le monde aujourd'hui. L'humanité n'a jamais connu un niveau de dette aussi considérable, même en temps de guerre, même en Première ou Deuxième Guerre mondiale. Si on compare ça à l'économie réelle, donc la croissance mondiale, on peut l'estimer à peu près à 74 trilliards de dollars. Donc vous voyez, c'est l'économie financière donc de celle de la dette est 3 fois supérieure à l'économie réelle. Il va se passer quelque chose. Forcément, il va se passer quelque chose. Nous, on avait anticipé en 2008 que probablement le système bancaire allait effectuer ce que vous dites, le big reset, la grande réinitialisation. C'était un premier soubresaut qu'il y a eu en 2008. C'était déjà une première mise en garde. Malheureusement, le capitalisme a continué de plus belle avec... c'est pas le régime capitaliste qui est en cause, hein, bien au contraire, c'est l'excès en fait de cette création monétaire. Et toute cette dette-là, si vous voulez, a été faite par les États, mais aussi aidée par les banques centrales. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui, bien entendu, pour éviter que l'ensemble du système ne s'effondre, rachète la dette. C'est ce qu'a fait le précédent président de la Fed, M. Bernanke, maintenant c'est Mme Yellen. Donc si vous voulez, voilà, ils achètent du temps, ils sécurisent, ils continuent à maintenir les bulles, je dirais, de spéculation et de gonflement comme ça, de bulles à la fois immobilières et financières, mais tout ça est complètement artificiel. Et tôt ou tard, effectivement, il va y avoir une rupture. Alors, est-ce qu'elle viendra de la dette? Est-ce qu'elle viendra du système bancaire à nouveau, comme en 2008? Est-ce qu'elle viendra de la monnaie elle-même? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on crée cette monnaie sans fin, hein, si vous voulez, les banques centrales sont ce que j'appelle moi les incendiaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils allument l'incendie et après ils viennent l'éteindre avec de la création monétaire pour calmer le jeu, si vous voulez. Et eh bien, il va se produire quelque chose. Je pense qu'on arrive là, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser, hein, enfin les économistes honnêtes et qu'on appelle voilà, hétérodoxes le reconnaissent, si vous voulez. Il va se passer quelque chose probablement dans les années qui viennent, peut-être en 2016, puisqu'il commence à y avoir des soubresauts, comme vous avez pu le voir depuis le début de l'année. Voilà, c'est ce que vous évoquez, là, le big reset, c'est la grande réinitialisation, c'est-à-dire qu'on va probablement quitter ce système qui est né dans les années 70, à la fin de la convertibilité du dollar en or, et à partir de là, on arrive à la fin de ce système, 45 ans après. Donc on va rentrer dans un autre système qui, à mon avis, va faire énormément de victimes économiques, sociales, et puis y compris... voilà, moi ce que j'espère quotidiennement, c'est que ça ne se termine pas en guerre militaire. Voilà. Parce qu'il y a 4 manières de sortir d'une dette. Soit c'est un peu d'inflation régulière avec le temps. Or, ça fait 30 ans qu'ils luttent contre l'inflation. Donc aujourd'hui, le risque, c'est de rentrer en déflation. La deuxième, c'est de rembourser la dette, ce qu'ils essayent de faire sans y arriver, puisqu'elle continue à progresser dans tous les pays. La troisième, c'est la répudiation, c'est-à-dire l'annulation de la dette. Alors on peut retrouver ce concept de dette déjà dans les religions du livre, que ce soit la religion juive, musulmane ou chrétienne, dans la Bible, dans les trois religions du livre. On retrouve cette remise à zéro des compteurs au niveau de la dette. 500 ans avant Jésus-Christ, c'était Solon qui avait annulé les dettes, effectivement, parce que ça posait des problèmes considérables dans les nations. Donc c'est un phénomène historique. Et la quatrième, la pire, c'est la guerre militaire. Donc on ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'on n'en arrive pas malheureusement à ces niveaux-là. Nous, ce qu'on recommande dans notre modèle de patriotisme économique, c'est pour ça qu'on défend de manière très forte ce modèle de patriotisme économique, c'est qu'on voudrait un petit peu d'inflation, voilà, pour dégonfler l'ensemble du système qui est au bord de l'éclatement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Kto z Państwa ma następne pytanie? Une autre question au président Marusik. Quelles sont les chances pour que la Pologne quitte l'Union européenne?
pour quitter, ben, elles sont grandes, nos chances pour quitter l'Union européenne. Il y a des gens beaucoup de gens s'attendent à ce que l'Union européenne cesse d'exister par des décisions individuelles. Sa propre décision. Aucun organisme n'est pas prévu pour se suicider, mais pour survivre. Un organisme pour l'Union européenne se développe, veut vivre comme vivent les plantes parasites sur les arbres. Ils savent même pas, ces plantes ne savent même pas qu'elles sont parasites et qu'elles tuent l'arbre. Elles veulent vivre. L'Union européenne, c'est pareil, elle veut vivre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nécessairement le lui permettre, puisqu'elle est un parasite. Si nous voulons vivre notre propre vie, une vie pleine, épanouie, nous devons voir les choses, regarder les choses comme moi je regarde les insectes chez moi à la campagne. Hier c'était une larve, aujourd'hui c'est un papillon. Eh bien le papillon doit sortir de la larve et commencer une vie d'adulte au lieu d'y rester pour de bon. Si les nations d'Europe veulent goûter un épanouissement, il faut sortir de la larve. Mais ces nations ont aussi le problème qui consiste dans le fait que leur gouvernement, leurs autorités devraient arrêter d'être des autorités d'occupation. Ce ne soit pas nos autorités polonaises après la sortie de l'Union européenne, que ce ne soit pas une autorité qui nous prend notre argent, qui nous vole, qui nous extrait. On veut un gouvernement qui nous respecte, et la justice et le droit. C'est le problème de l'Europe. Chaque nation devrait régler ce problème à son propre compte. Et pour l'Union européenne, il faut la quitter. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche et qu'on quitte la salle, puisqu'il faudrait visiter la belle mine dans laquelle nous sommes. Ponieważ tak naprawdę wiemy, że wszystkie państwa są zadłużone. Stany Zjednoczone ileś tam, Polska ileś tam, ktoś tam ileś tam. Nie wiem, czy jest jakiekolwiek państwo na świecie, które nie byłoby zadłużone. Nie wiem, Chiny chyba też są zadłużone, tylko o tym się nie mówi tak naprawdę. Czyli tak naprawdę istnieje tylko coś takiego jak obsługa długu, na której banki zarabiają, a nie państwa. Także długu jako takiego rzeczywiście nie ma, czyli tak naprawdę chyba nie ma problemu. Ja pytam, nie jestem ekonomistą absolutnie, tylko skoro każdy jest u każdego zadłużony, zarabiają na tym tylko banki, no to w czym problem w takim razie? Niech ten dług będzie. Que les banquiers qui gagnent de l'argent grâce à la dette, le système se nourrit de lui-même, le serpent se mange la queue. C'est une question à M. Marouchik. C'est-à-dire que si moi j'ai pas pris si je ne me suis pas endetté, pourquoi est-ce que j'aurais à payer la dette? Si quelqu'un m'a imposé la dette, eh ben qu'il aille la payer la dette, pour que les autres ensuite ne fassent pas commettent pas ce genre de crime. Moi, il y a un gouvernement qui s'endette, qui me prend ce qui est à moi par les impôts et ensuite s'endette, et ensuite ce sont mes enfants qui devront rembourser la dette. Ce pouvoir, le gouvernement polonais est anti-polonais de ce fait, et nous devons nous libérer de cet état de fait, faire en sorte que, même au niveau de la Constitution, qu'il soit impossible de faire du mal aux citoyens. Et un pouvoir qui s'endette, un pouvoir public qui s'endette et donc qui endette ses citoyens, fait du mal à ses propres citoyens. Nous appelons de tous nos voeux à l'équilibre budgétaire et à ce que d'abord à ce que ceux qui se sont endettés, ceux qui sont endettés le pays, payent les dettes eux-mêmes. Dzień dobry, Janusz Żurek. Ja mam pytanie do księdza Guza. Ma question sera dirigée au père Guz, qui est encore parmi nous, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mam takie pytanie. Alors ma question est la suivante. Jak ksiądz uważa, czy Qu'en pensez-vous? La hiérarchie ecclésiastique est-elle prête à renoncer à l'enseignement social de l'Église et à revenir aux sources, à savoir à l'Évangile? Parce que dans la Bible, ce sont les ouvriers de vigne. Il n'y a pas de contrat de travail. Le contrat de travail est libre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de droit du travail, ça n'existe pas.
Il y a quelqu'un qui a une vigne et puis il y a quelqu'un qui veut travailler dedans, ils se mettent d'accord, point la ligne. Bon. Deuxième chose, les droits sociaux. À l'époque de Saint Paul, celui qui ne voulait pas travailler, eh ben, il ne mangeait pas. Les droits sociaux, on n'en parlait pas trop à l'époque. Les droits sociaux, c'est précisément ce qui fait venir les immigrés en Union européenne d'ailleurs. Troisième chose, les impôts. Rendez à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire les impôts, le salaire journalier, puis les impôts payés par les Juifs. Serait-il donc possible de passer à un certain minimalisme à ce sujet-là aussi? Parce que l'impression qui est la mienne, c'est que ce qu'on fait va à l'encontre des Écritures saintes, de l'Évangile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pensée catholique se base toujours sur deux principes. Donc d'un côté, sur la nature de l'homme, et de l'autre, sur la grâce. Si vous me parlez de cette relation entre la Bible et l'enseignement social de l'Église, bien, dans cette relation, on a une base catholique fidèle qui va nous permettre d'interpréter la réalité. Remarquez donc qu'il est typiquement catholique que de considérer que Dieu, qui a créé notre être, qui a créé l'existence, considère notre être avec autant de sérieux qu'il peut. Mais quand l'homme ne s'en sort pas, par exemple, il ne s'en sort pas au niveau économique, il ne s'en sort pas au niveau scientifique, et bien là, c'est là que Dieu peut faire acte de grâce. C'est là qu'il va venir l'aider. Tant que vous vous en sortez tout seul, il ne vous aide pas. Ça, c'est l'interprétation catholique de la réalité. Qui prend toujours en considération d'un côté la nature et de l'autre l'Église romaine, catholique romaine, comprend que la grâce divine est nécessaire à certaines zones de l'activité humaine, certaines sphères dans lesquelles, lorsque l'homme ne s'en sort pas tout seul, de manière autonome. Maintenant, si on compare cela à diverses interprétations protestantes du monde, on voit que dans le protestantisme, on a affaire à des soubresauts. Parce que soit il se base complètement sur la nature de l'homme, qui est insuffisante, soit ils rejettent complètement la nature, comme Martin Luther, et disent non, la nature ne peut que corrompre, et que donc l'homme ne peut pas penser quelque chose de bien, ni dire, ni vouloir quelque chose de bon, parce que sa nature est mauvaise. Son être est corrompu, déformé. Et là, Martin Luther ne croit qu'en la grâce. Donc comparer, c'est tout le contraire. Mais là, le regard catholique dit que la nature est grâce, alors que les protestants disent que seule la grâce est grâce, et la nature est corruptrice. C'est pourquoi, chers amis, d'où vient-il que l'enseignement social catholique se base sur la nature de l'homme et en même temps sur la grâce? Eh bien, ça vient d'une chose, c'est que, comme vous l'avez dit, et là je citerai, vous avez cité le Christ, je le ferai moi aussi, quand Jésus dit, je cite, je vous envoie le Saint-Esprit et il vous fera connaître la vérité entière. D'accord, mais comment il va faire pour parler le Saint-Esprit?
de manière structurée. C'est-à-dire par le biais de l'enseignement de l'Église. Et c'est pourquoi vous avez pu remarquer dans les interventions de mes prédécesseurs, dans la mienne aussi, je l'espère, c'est que les 7 grands principes que je vous ai cités, ce sont des principes compris, découverts et interprétés sur la base de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Que ce soit l'idée de personne. La personne, elle a été découverte non pas par les Grecs ou par les Romains, non, par les chrétiens, grâce à des disputes consacrées à la Sainte Trinité. L'idée de nation, c'est pareil. L'idée de nation, au sens où nous, aujourd'hui, comprenons la nation, c'est une idée chrétienne. Parce que si on prend par exemple le judaïsme, vous voyez quelle est la différence essentielle entre la compréhension de la nation dans le judaïsme et dans le christianisme. Dans le judaïsme, il n'y a qu'un peuple élu. Les autres nations n'ont pas le droit d'exister nationalement. Dans le christianisme, eh bien, le Christ, justement, montre que chaque nation, chaque homme est enfant du même Dieu, et que nous sommes tous appelés, nous sommes tous le peuple élu, nous sommes tous des gens élus, et Dieu est le créateur de toutes les nations et de tous les hommes. On voit ainsi que ceux que vous avez appelés de vos voeux aujourd'hui, et ce que vous essayez de faire au jour le jour, dans votre nom, il y a le mot nation. Moi, j'ai cru comprendre aujourd'hui en vous écoutant que c'était une idée chrétienne, et pas une idée construite sur le judaïsme. Quand je discute avec des représentants du judaïsme, on se rencontre de temps en temps avec des représentants de la nation juive qui, eux, par contre, ne sont pas religieux, ni juifs, ni chrétiens. Eh bien, c'est étonnant de voir à quel point, enfin, moi, quand je leur pose une question, par exemple, des représentants du gouvernement d'Israël, je leur dis, pourquoi est-ce que vous envoyez des experts économiques en Europe pour qu'ils comprennent la gestion systémique? L'Europe, grâce à l'enseignement de l'Église, a mis au point des principes sociaux catholiques. Les personnes, les nations, la subsidiarité, la solidarité, le droit. Le droit est un être personnel. Ce n'est pas comme ça que comprenaient le droit les Romains, ni les Grecs. Pourquoi? Parce que ni les Romains ni les Grecs n'avaient découvert la notion de personne, que l'homme était une personne, et donc l'être juridique était impersonnel, impersonnel. C'est comme l'idée de bien commun. Il y a encore une différence essentielle entre le bien commun dans la pensée chrétienne et dans la pensée grecque ou romaine pré-chrétienne. Parce que dans le christianisme, le bien des personnes divines et humaines fait partie du bien commun. Alors que le bien commun chez les Romains et les Grecs, ça n'est pas un bien personnel. Donc vous voyez que grâce à l'enseignement de l'Église, qui d'un côté se base sur la grâce et d'un autre côté sur le génie de l'intellect humain et l'âme humaine, on a mis au point, on a élaboré des principes qui sont les meilleurs, à mon sens. Quand vous parliez aujourd'hui de nos collègues, nos amis, beaucoup parlaient d'économie, de finance, mais finalement c'était ça, parce que cette aporétique de philosophie des finances, elle résulte de l'aporétique plus profonde qui est celle de la compréhension de l'homme, de la nation, de l'État et des principes de base. Et l'homme qui doué de raison ne peut pas effectivement aller s'endetter, lui,
ses enfants, son pays, sa société. Non, il faut qu'il soit un bon gestionnaire. C'est pourquoi je pense que nous ne construirons pas un grand continent, un continent puissant, si on n'en revient pas aux principes de base de l'enseignement du Christ. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Nous n'aurons pas le temps d'entendre d'autres questions ni d'y apporter d'autres réponses. Bravo à tous, merci. Et nous vous demanderons de bien vouloir laisser vos écouteurs sur vos sièges respectifs. Merci à tous. Au nom de la délégation française, je voulais d'abord remercier les traducteurs qui ont fait un travail formidable. Ils ont été très performants et nous avons tous apprécié la qualité des traductions. Je voulais dire également que nous reviendrons ici, en Pologne, les Français, parce que c'est un endroit magnifique où nous avons été très bien accueillis. Et encore un grand merci au KNP et à nos collègues au Parlement européen. Et merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette grande conférence qui n'est qu'un début. Merci beaucoup. Et je vous incite à aller visiter la mine de sel de Wieliczka qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Merci.